Nadia Garnier, bonsoir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Voilà, on va commencer, je vais commencer à te présenter. Nadia Garnier, tu es juriste spécialisée en droit pénal international. Tu as 33 ans et mère d'un petit garçon. Tu es née à Kigali, où ils habitaient tes parents, jusqu'à l'âge de 6 ans. Tu es rescapé du génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Lors de ce génocide, tu as perdu tes parents, tes grands-parents, ainsi qu'une grande partie de ta famille. Tu as été adopté par ta cousine et son mari après le génocide. Tu as vécu en France, au Royaume-Uni et aujourd'hui aux Pays-Bas. Oui, c'est ça. Nadia, en ce moment, nous commémorons pour la 27e fois le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Tu as accepté de parler de cette triste histoire finalement, de témoigner. Avant que tu nous livres ton témoignage, je vais te poser quelques questions. Oui. Vous avez survécu à son génocide. Quand je parle vous avez, parce que tu es avec ta sœur, et ta famille, et le reste de, enfin, ta cousine et les autres. Mm-hmm. Lorsque vous étiez enfant, toi et ta petite sœur, comment avez-vous échappé à ce génocide? Où étiez-vous? Que s'est-il passé? Tu peux nous en parler brièvement ou Oui, longuement, comme tu veux. bien sûr. Alors, en avril 1994, j'avais 6 ans et j'habitais à Remera avec ma petite sœur Katia et mes parents, Jean de Dieu Dakas et ma mère Christine Nonga Ali. Nous habitions sur une route qui va vers l'aéroport, donc à Dipoloso. Et je me souviens que le 7 avril, je me souviens que ce jour-là, quand nous nous sommes réveillés, ce n'était pas un jour comme les autres. Mes parents étaient très inquiets. Je voyais à leur visage que la situation était grave, même si je ne savais pas ce qu'il s'était passé la veille. Et tout de suite, nous avons entendu des bruits dehors chez nous. Et mon père nous a dit, à un moment donné, de nous allonger par terre pour pas que les personnes qui étaient devant chez nous nous voient. Et c'est une image qui m'est vraiment restée, l'image où Katia et moi sommes allongés par terre dans le couloir chez nous, entre mes deux parents. Et je voyais à quel point ils étaient inquiets. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la situation était grave. Et je ne sais pas combien de temps nous sommes restés donc, dans la maison chez nous. Je sais qu'à un moment donné, mes parents ont estimé que nous ne pouvions plus rester dans la maison, Katia et moi. Et donc, ils nous ont dit que nous allions aller chez notre voisine, Martine, qui habitait seule avec ses 4 enfants. Et pour cela, ils nous ont fait passer par la fenêtre de la cuisine, donc qui donnait directement dans la cour de chez Martine.
Et c'est comme ça que nous sommes allés nous cacher chez notre voisine. Et chez notre voisine, je me souviens que des miliciens Nerhamé venaient régulièrement chez elle et demandaient où étaient les enfants des cafards, les enfants des Agnesi. D'abord, nous étions cachés dans la chambre à coucher de chez Martine. Et à un moment donné, elle a estimé que nous ne pouvions plus nous cacher et que, au lieu de nous cacher, nous allions dire que nous étions ses enfants. Donc, Martine nous a dit, si les miliciens reviennent et qu'ils vous demandent si vous êtes mes enfants, dites oui. Elle nous a donné d'autres prénoms. Elle nous a dit, vos prénoms ne sont plus Katia et Nadia. Donc, la prochaine fois que des miliciens sont venus, Martine a dit, non, non, j'ai 6 enfants, ce sont mes filles. Et nous aussi, malgré notre jeune âge, nous avons confirmé, nous avons dit, oui, oui, c'est notre maman. Et je me souviens que chez Martine, il y avait aussi un homme qui travaillait chez elle. Martine tenait un restaurant et cet homme travaillait avec elle dans son restaurant. Et cet homme avait une carte d'identité où il était marqué qu'il était Hutu, même si en fait il était Tutsi. Et à chaque fois que les miliciens Interahamwe venaient, il présentait cette carte. Et la plupart des fois, il le frappait, il le violentait, mais repartait aussi. Et ce jour-là, un beau jour, ils ne l'ont plus cru. Et ils l'ont emmené dans la cour de chez Martine. Et ils étaient 3 ou 4 et ils se sont acharnés sur lui. Ils l'ont frappé, ils l'ont frappé. Et je pensais que, comme les autres fois, ils allaient le laisser tranquille à un moment donné. Mais cette fois-ci, ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se relever. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme, mais je ne l'ai plus jamais revu. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il avait été tué ce jour-là. Nous sommes restés un certain temps chez Martine. Et pendant ce temps-là, mes parents étaient encore dans notre maison. Et ils se trouvaient dans la maison avec ma cousine, Titi, qui s'appelait Providence Mulungi, et notre nourrice, Ephrosine, et Donata, qui travaillait dans le petit commerce de ma mère. Et les miliciens Nerhamwe et les militaires phares venaient aussi chez nous régulièrement. Et à chaque fois, mes parents leur donnaient de l'argent, comme pour acheter leur vie. Donc, ils leur donnaient de l'argent à chaque fois pour qu'ils les épargnent. Mais bien sûr, vint un jour où il n'y avait plus d'argent. Et ce qu'il s'est passé après, je dois commencer par dire ça, m'a été relaté par Donata que nous avons eu la chance de retrouver en 2012. Donc, qui nous a raconté ce qu'il s'est passé puisque nous n'étions pas dans la maison. Donc, le jour où mes parents n'avaient plus d'argent, fut le jour où ils ont été tués. Les miliciens ont commencé par tuer mon père. Ils l'ont abattu par balle dans le jardin de notre maison. Et ensuite, ils ont ordonné à ma mère, à Titi et à Donata de se déshabiller et de traverser la rue qui était en face de chez nous pour aller à la fosse commune qu'ils avaient creusée en face de chez nous. Et leur but était de les humilier, les pousser
toucher les parties intimes. Jonathan m'a dit qu'il se moquait de leur morphologie. Et arrivé au rond-point qui est près de chez nous, ils ont dit à ma mère de rester debout et à Katie de s'agenouiller. Et Donata est resté debout, elle était complètement figée. Et c'est là, à la fosse commune, qu'ils ont d'abord tiré sur ma mère. Et ensuite, ils ont tiré sur Katie. Et c'est ainsi qu'elles sont mortes. Et ils les ont jetées dans la fosse commune. Et Donata, ils ne l'ont pas tuée parce que ils ont d'abord abusé d'elle sexuellement. Et après quelques heures de calvaire, ils l'ont jetée dans la fosse commune pour qu'elle y meure avec les cadavres dans la fosse commune donc, où ils avaient déjà jeté ma mère et Kitty. Un peu plus tard, ma sœur et moi étions donc dans la maison de Martine et Katia, ma sœur, ma petite sœur, a vu mon père allongé dans le gazon devant chez nous. Et elle s'est échappée des bras de Martine et a couru vers mon père. Et elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle pensait qu'il était simplement allongé dans le gazon. Et elle est allée renfermer ses bras sur son corps en disant, Papa, lève-toi, papa, réveille-toi. Debout, papa. Et elle a crié, elle a crié. Et ensuite, Martine a dû nous expliquer ce qui s'était passé. Elle a dû expliquer à deux petites filles de 6 et 4 ans que leurs parents n'étaient plus là. Et c'était impossible car on ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Elle nous dit, la mort, ça veut dire que vous ne verrez plus jamais vos parents. Et quand Martine s'est mise à pleurer, elle et ses enfants, moi aussi je me suis mise à pleurer parce que je me disais que ce qu'elle nous racontait devait être très triste. Et en tant qu'enfant, si j'ai pleuré, c'est parce que les autres pleuraient. C'est pas parce que je comprenais ce que voulait dire la mort, ni parce que j'avais compris que mes parents étaient morts. Et je voyais que c'était pareil pour ma petite sœur. Si moi, je comprenais pas, elle encore moins. Et un petit temps après, Martine nous a dit que nous allions quitter la maison. Donc, un jour, nous avons pris quelques affaires. Elle nous a dit, je prenais juste quelques affaires. On ne pouvait pas amener beaucoup d'affaires et on a rejoint un grand groupe. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de monde et il y avait des gens en tenue militaire, mais c'était pas les mêmes, donc pas les mêmes militaires qui venaient chez Martine nous harceler. C'était des militaires du FPR qui nous guidaient, qui disaient à certaines personnes qui avaient trop de bagages d'abandonner des bagages. Je me souviens d'une femme qui avait insisté pour amener son matelas. Et les militaires lui disaient, Madame, c'est impossible, vous allez nous faire repérer. Et cette femme, avec beaucoup de douleur, a abandonné son matelas. Et je me souviens qu'avant de partir, la première maison à droite, quand on quitte chez Martine, c'est notre maison. J'ai dit à Martine, attends Martine, papa et maman, on ne peut pas partir sans eux. Et Martine m'a dit, mais Nadia, ils ne vont pas venir. Et j'ai dit, mais non, non, attends, je vais les appeler. J'ai appelé, j'ai crié, crié.
ils ne venaient pas. Parce que pour moi, si on ne pouvait pas partir sans mes parents, c'est comme si on les abandonnait. Et à un moment, j'ai compris qu'ils n'allaient pas venir, quoi. Et c'est là où j'ai compris qu'on ne les reverrait plus. Et ça a été un grand changement dans ma vie, ça. Ce moment-là, ça a été un moment très, très dur de réaliser qu'ils n'étaient plus là. Et je, m- je, me ne, je ne me rendais pas compte moi-même du changement qui se passait dans ma tête, mais ce fut un jour où beaucoup de choses ont changé. Donc, nous avons commencé à marcher et j'avais l'impression qu'on a marché pendant longtemps. Bien sûr, quand on est petit comme ça, on a des petites jambes, ça avait l'air interminable. Et le plus dur pendant que nous marchions, c'était les cadavres qui jonchaient la route. On ne pouvait pas faire quelques mètres sans voir de cadavres. Et c'était des vieillards, c'était des jeunes hommes, des jeunes femmes. Il y avait un enfant aussi. Et à chaque fois que je voyais un cadavre, je me cachais dans le pagne de Martine. Et ce qui m'est resté aussi de la fuite, c'est que ma petite sœur trouvait des autres enfants avec qui jouer. Donc, on voyait qu'elle elle arrivait à jouer malgré les circonstances autour de nous. Et que de temps en temps, Martine devait dire, Katia, reviens, ne va pas trop loin. Et je me souviens aussi que nous avons dormi à la Belle Étoile et que l'un de mes soucis, c'était je me disais, quand est-ce qu'on va retourner à l'école? Et je me disais, mais comment on va faire pour rattraper le retard qu'on a pris? C'était très important, l'école pour moi. Et donc, on a marché pendant ce qui, pour moi, semblait des semaines et des semaines, mais en fait, c'était quelques jours. Et nous nous sommes dirigés vers Kabuga. Il y avait un très grand camp de déplacés qui était tenu par le FPR. Et une fois arrivés dans ce camp-là, euh, je me souviens que déjà, il y avait beaucoup de monde et les adultes autour de moi euh, étaient plus... Je sentais qu'il y avait moins de danger, donc qu'on était arrivé quelque part où nous étions en sécurité. Et ça, je sentais ça à l'attitude des adultes. Donc, parce que pendant la fuite, pendant qu'on marchait, depuis qu'on avait quitté la maison de Martine, de temps en temps, il y avait un danger imminent. Et ça, on le ressentait beaucoup, même en tant qu'enfant. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où nous étions en haut d'une colline et on pouvait voir qu'en bas, il y avait des miliciens, Neramé, qui nous cherchaient. Et quand on a vu ça, les militaires FPR avec qui on était, on dit à tout le monde par terre. Et même si nous étions beaucoup de gens, tout le monde s'est mis à terre et plus personne ne parlait. Et tout d'un coup, j'avais tellement peur et mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression que les gens autour de moi entendaient mon cœur battre. Et j'avais peur que les Inel en bas puissent entendre mon cœur battre tellement j'avais peur. Et j'avais peur aussi que Katia se mette à parler fort, comme elle avait l'habitude de le faire. Et même elle, malgré son âge à 4 ans, elle a compris le danger auquel nous faisions face. Elle n'a rien dit, pas un seul mot.
Et c'est pour ça que quand nous sommes arrivés au camp de déplacés tenus par le FPR, nous ne sentions plus ce danger. Et à ce moment-là, je n'ai plus vu Martine. Martine était infirmière aussi. Elle avait une formation d'infirmière. Donc, une fois arrivée au camp, elle était très sollicitée pour soigner les, les blessés. Il y avait beaucoup de blessés. Et au début, elle nous emmenait avec elle. Euh, donc, on la suivait. Et puis, ce n'était pas pratique. Je me souviens que dans le camp, il y avait une personne qui s'occupait pas que de nous, mais d'autres enfants. Et je me souviens aussi que dans ce camp, on nous donnait à manger, mais bien sûr, il y avait énormément de monde. Et donc, quand il fallait vraiment être rapide pour avoir à manger. Et je voyais que ceux qui n'arrivaient pas à temps, ben, ils n'avaient pas à manger pour ce jour-là. Mais nous, en tant qu'enfants, on nous donnait la priorité. Et je me souviens que moi, mon souci, chaque jour, c'était d'avoir à manger pour ma petite sœur Katia. Et donc, nous sommes restés dans ce camp. Je ne pourrais pas dire combien de temps. C'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a aucune notion de temps. Et un jour, je ne me souviens plus très bien si c'est Martine ou une autre personne qui nous a dit à Katia et moi qu'Yvonne allait venir nous rendre visite. Yvonne était et toujours et ma cousine paternelle, c'est la grande sœur de Titi, dont j'ai parlé plus tôt. Et Katia et moi, nous étions tellement contentes de savoir tout d'abord qu'elle était encore en vie. Et nous avions grandi avec Yvonne, donc c'était quelqu'un avec qui nous étions très familiers, c'était quelqu'un de très proche, on était très proche d'elle. Mais ce n'est pas elle qu'on a vue en premier. La première personne qui est venue, c'est Pierre, qui était son fiancé à l'époque, et puis entre-temps, il s'était marié. Et Pierre, qui est français, nous a dit, quand il est venu, qu'Yvonne allait venir nous chercher et qu'on irait ensemble en Europe. Et donc, nous sommes restés au camp en attendant Yvonne. Et un jour, je me souviens que Katia a crié « Yvonne !» Et donc, je me suis dit, c'est le jour où Yvonne arrive. J'ai couru. Et je suis tombée dans un virage. Je me suis ouvert le bras gauche. Et donc, on m'a dit qu'on allait ramener à l'hôpital. Et donc, on m'amène à l'hôpital qui était en fait une école qui avait été transformée en hôpital. Et cet hôpital ressemblait beaucoup à ma propre école, donc, où il y avait plusieurs pièces côte à côte et il n'y avait pas de porte, donc on pouvait bien voir ce qu'il se passait dans chaque pièce. Et il y avait beaucoup de monde à cet hôpital. Et comme il y avait beaucoup de monde, c'était très long la queue et la queue avançait très lentement. Donc, on avait le temps d'observer bien tout ce qui se passait autour de nous. Et ce que j'ai vu ce jour-là est quelque chose qui m'a hantée pendant beaucoup d'années et dont j'ai toujours des cauchemars. C'est qu'à cet hôpital, il y avait une pièce où des blessés légers étaient soignés, une autre pièce où il y avait des gens amputés et la pire de toutes était une pièce où ils avaient entassé des cadavres. Il y avait
tellement de morts que quand je dis entassés, ce n'est pas une exagération. Et et ce jour-là, je me souviens que Martine était avec moi et que je m'agrippais à elle. Et c'est une image qui m'est restée. Et peu de temps après, Yvonne est venue. Et je me souviens que c'est l'épisode de l'hôpital est l'une des premières choses que je lui ai racontées. Quand Yvonne est venue, je lui ai raconté tout ce que j'avais vu, tout ce que nous avions vécu depuis le début du génocide. Et il faut savoir qu'Yvonne n'est pas seulement ma cousine, c'était aussi la meilleure amie de ma mère. C'est grâce à elle que mes parents se sont rencontrés. Et j'ai su plus tard que ma mère avait écrit une lettre quand elle sentait que les choses allaient très mal. Elle avait écrit une lettre où elle demandait à Yvonne d'élever ses filles si jamais elle et mon père ne survivaient pas. Et donc, Yvonne a tenu à honorer le dernier vœu de ma mère. Et en septembre 1994, nous avons quitté donc le Rwanda avec Yvonne et Pierre. Nous sommes allés en Ouganda en attendant nos visas. Et le 2 octobre 1994, nous sommes arrivés en France. Et là, nous avons été accueillis par la famille de Pierre en France, qui est maintenant notre famille, et qui nous ont élevés, qui nous ont aimés. Et je suis très reconnaissante envers notre famille. Et si je peux témoigner aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à Pierre et Yvonne et grâce à Martine qui nous a protégés. Et si je sais ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à mes parents, c'est grâce à Donata. Et donc, voilà comment j'ai survécu et comment j'ai pu échapper au génocide avec ma sœur, Katia. Merci, Nadia. Merci et courage. Merci. Alors, je ne sais pas quoi dire ou commencer parce que c'est pas facile d'avaler, d'écouter telle histoire à l'âge de 6 ans Mm. et gérer la situation de ta petite sœur qui avait 4 ans, c'est ça? Oui, elle avait 4 ans. Et la scène où ta petite sœur allait embrasser le corps de ton père, Mm. euh, c'est lourd. C'est très lourd. Et c'est parfois j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à croire que c'est vraiment arrivé. Et je pense que ma sœur aussi a du mal parfois à réaliser que ça c'est vraiment arrivé. Et ça reste un souvenir très douloureux. Et ouais, ça reste un souvenir très douloureux. Et de gérer, de voir ça en tant qu'enfant, c'est très violent. Oui, absolument. Et la façon dont on a tué ta maman et jeté dans une fosse commune. Et puis, C'est surtout ce qui fait très mal aussi, c'est l'humiliation qu'elle a dû subir avant ça. Ça illustre tellement
la haine que les Interahamwe avaient envers les femmes Tutsi. Parce que ça ne suffisait pas de les tuer, il fallait humilier avant de tuer. Je Tu pense te, que ça représente bien, mm, ça illustre bien la haine qui régnait à l'époque. tu te souviens de ces images du départ de tes parents, ta maman, nue? Alors ça, je n'ai pas... Je suis désolé de poser cette question. non, pas du tout. Je suis contente de ne pas avoir vu ça moi-même. C'est Donata. Donc Donata qui a vu ça, qui Ah oui, oui, je me elle souviens. aussi a dû traverser la rue nue Avec elle. Oui. Mm, avec elle mm, et qui a pu nous raconter tout ça. ouais, Donc si Donata n'avait pas été là, je n'aurais pas su ça. Et mm, c'est très important de savoir ça mm, parce que ne pas savoir ce qui est réellement arrivé à ma mère, on se fait des idées sur ce qui est arrivé. Donc, je préfère savoir ce qui est réellement arrivé, même si je dois avouer que avant de savoir ce qui était réellement arrivé, j'avais une idée vague en me disant qu'elle avait été tuée par machette ou comme tant d'autres l'ont été pendant le génocide. Et une fois que Donata m'a raconté l'histoire, c'est- c'était presque pire que je pensais. ouais. Ouais. C'est, Mais ouais, je t'écoute. c'est c'est grâce à Donata qu'on sait ce qui s'est passé et heureusement, heureusement que je n'ai pas vu ce qui est arrivé à ma mère. Oui. Donata, elle vit actuellement où? Donata, on l'avait retrouvée à Kigali, mais elle a déménagé depuis et je ne sais pas exactement où elle est maintenant, mais elle est encore en vie. J'espère la retrouver encore une fois la prochaine fois que j'irai à Kigali. Mm, ouais. Et il y a une image aussi qui m'a bouleversé, c'est avant de partir, il fallait pas que tu partes sans tes parents, quoi. C'est Parce que tu comprenais rien, tu savais pas que ouais, tu étais mort, donc toi tu disais je veux pas partir sans mes parents, c'est pas possible. C'est à cet âge, j'ai une fille de 6 ans, je sais ce que c'est, donc tu ne peux pas partir sans pour tes. moi, c'est partir sans eux, c'était comme les trahir, c'était comme les abandonner. Donc c'était impensable. Et quand j'ai réalisé qu'ils ne viendraient pas et qu'on ne le reverrait jamais, ça a brisé mon cœur. Parce que c'est là où j'ai compris que c'était fini pour eux. Mm. Et je pense que quelque chose a changé en moi et que à ce moment-là, mon attitude a changé aussi par rapport à ma petite sœur. Donc, Mm. quand j'ai compris que nos parents n'étaient plus là, que c'était à moi maintenant de la protéger, et je pense que ça s'est fait tout seul, que ça n'a pas été un choix conscient de ma part, mais que ça s'est fait tout seul de décider que maintenant que papa et maman ne sont plus là, je dois protéger Katia. C'est fort, hein? Ouais. Alors, je sais pas comment poser des questions, mais j'aimerais bien savoir beaucoup plus pour la transmission de la mémoire. Est-ce que euh, tu savais ce que c'est une érable avant le génocide? Alors, je savais ce que c'était parce que on les voyait de temps en temps devant chez nous. euh, et puis, mes parents en parlaient à la maison. Ils ne nous ont pas assis en nous expliquant, lui, voici à quoi ressemble un nez ramené. Mais on savait de par leurs discussions. Et puis, devant chez nous, il y avait envoyé
des manifs, dîner hamwe. Mm. Donc, on savait. Et après, oui, une fois que il venait chez Martine, on savait. Elle nous avait expliqué que ces personnes-là, s'ils découvraient que nous étions euh, les enfants de Dakins et Christine, qu'ils nous tueraient. Donc, on savait. Euh, alors, Nadia, pendant ce temps, qu'est-ce qui vous a aidé à trouver l'équilibre, toi et ta petite sœur? Pendant le temps, pendant le génocide ou après? Pendant le génocide, on viendra vers après. Je pense que pendant le génocide, déjà le fait qu'on soit deux, ça a beaucoup aidé, qu'on soit restés ensemble et on n'ait pas été séparés. Je sais que certains enfants se sont retrouvés seuls, se sont retrouvés séparés de leur famille pendant le génocide, quand ils fuyaient, par exemple. Et bien sûr, Martine, c'est elle qui nous protégeait, qui faisait en sorte qu'on ait à manger, qu'on puisse s'abriter. Donc, c'est elle quand on partait, qu'on est parti de la maison, qui veillait sur nous. Alors, après quand même tant de souvenirs dans vous, euh, oui, cet équilibre vient d'où? Cet équilibre vient du fait que donc on ait eu la chance de rencontrer euh, Pierre et Yvonne. Euh, Nous avons donc, je disais plutôt que ils sont venus nous chercher en 1994 après le génocide et en mars 1997, nous avons été officiellement adoptés par Pierre et Yvonne et ça a pris 3 ans en fait parce qu'ils étaient trop jeunes et que la loi française à l'époque exigeait que les parents adoptifs aient un certain âge et eux étaient trop jeunes à l'époque. Euh, Pierre avait 24 ans et Yvonne avait 27 ans à l'époque, ce qui est très jeune pour avoir deux petits-enfants de 6 et 4 ans qui sont très traumatisés. Et le fait d'avoir eu des parents adoptifs qui étaient si aimants et aussi qui nous connaissaient. Pierre aussi, je le connaissais avant le génocide. Mm. Donc, on a été adoptés par des gens que nous connaissions déjà et surtout des gens qui connaissaient très bien nos parents. Donc, en grandissant, ils pouvaient nous donner des bons souvenirs de nos parents. Parce que Katia, même si j'avais 6 ans, j'avais des souvenirs de mes parents, mais pas assez. Et Katia n'en avait presque pas parce qu'elle était très jeune. Donc, le fait d'avoir été adoptée par des parents qui connaissaient nos parents, ils pouvaient nous donner de bons souvenirs de nos parents. Donc ça a été très important. Et le fait que nous puissions parler de nos émotions, parler des mauvais souvenirs du génocide, poser des questions, ça a créé une atmosphère où on se sentait très libre de parler à nos parents. Euh, et voilà, donc je pense, et je pense aussi, leur union qui est très forte a fait que nous aussi on se sente en sécurité. Ça, c'était en tout cas mon plus grand besoin après le génocide, c'était de me sentir en sécurité. Et c'est ça qu'ils ont créé pour nous. Mm. C'est bien. Aussi, ton fils, Oui, alors ça, c'est vrai que de devenir maman, j'ai beaucoup pensé à ma propre mère et j'ai beaucoup pensé aussi au fait que Pierre et Yvonne
le type de parents qu'ils ont été. Je comprends beaucoup mieux, je les comprends beaucoup mieux maintenant que je suis moi-même parent. J'ai beaucoup plus, je les comprends beaucoup mieux et quand je suis devenue maman, j'ai réalisé la responsabilité qu'ils avaient dû prendre à un si jeune âge, à 24 et 27 ans. Et j'ai repensé au moment où moi, j'avais 24 ans et 27 ans. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait parce que moi, à leur âge, je n'aurais pas du tout été capable de m'occuper d'un enfant, enfin, encore moins de 2 enfants et surtout Mm. 2 enfants qui étaient très traumatisés. Mm. C'est surtout ça, c'est pas c'est tout autre chose de prendre en charge 2 enfants qui sortent d'un génocide. C'est une autre manière de les gérer et ils ont su être à la hauteur, malgré leur propre traumatisme, malgré le traumatisme de maman qui a perdu toute sa famille. Ouais. Et ton fils, il s'appelle comment? Comment il se porte? Il s'appelle Léo, Mm. il se porte très bien, c'est, le petit roi à la maison et Il a quel il âge? il a 2 ans, heu et il commence à parler Mm. et son nom rwandais, c'est Ishami. Mm. On Ah, a Chamis. Oui, c'est maman qui Ça veut dire ce que ça veut dire, je comprends. voilà et en fait, ça signifie, voilà, les Rwandais comprendront, mais je pense que si on lui a donné ce nom-là, c'est parce qu'il représente la continuité de notre lignée, la continuité, heu de la famille, de notre famille et surtout, il représente, si lui, existe aujourd'hui, ça veut dire c'est parce que mes parents, Jean de Dieu et Christine, ont existé. Donc c'est la preuve qu'ils ont existé et c'est la preuve que nous sommes toujours là. Même si, Et les extrémistes ont voulu nous exterminer, nous sommes toujours là. Et c'est très important tu te de montrer souviens ça. des noms de tes parents? C'est Comment? Jean de Dieu qui? Jean de Dieu Dakins et Christine Mounahali. Ok, c'est important de dire des noms comme ça. Quand on dit qu'on se rappelle des gens, c'est important de les nommer. Mm. Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas. Alors, oui, je vais continuer à poser une autre question par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Euh, Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, vous avez fait un recours à une thérapie quelconque ou rencontrer un professionnel de la santé mentale? euh, voilà, c'est pour la reconstruction. Hmm. Alors, oui. euh, Et comment ça s'est passé? les- Parce que c'est pas dans notre mentalité. Peut-être vous deux, toi et ta petite sœur, euh, vous avez notre mentalité à l'européenne que vous avez adoptée aussi à l'âge euh, petit. Donc, peut-être, comment ça se passe? Mhm. Ça m'intéresse de savoir. Alors, quand j'étais plus jeune, donc j'étais voir un psychiatre pour m'aider parce que je faisais beaucoup de cauchemars. Donc, je pense que les 4 premières années qu'on est arrivé en France, je dormais presque pas. C'était toujours, tous les jours des cauchemars. Et donc, mes parents m'ont envoyé voir un psychologue, un psychiatre pour ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, dans le cadre de l'adoption, le juge exige aussi
que les enfants consultent un psychologue pour qu'un psychologue puisse évaluer l'état des enfants. Donc ça, c'était un début. Et, et puis, pendant un certain temps, ça allait. Et vers 16 ans, Il y a une participation de tes parents, je vais dire d'Yvonne et Pierre, s'il y a une participation, oui, pour que vous puissiez aller voir les oui, professionnels bien, de bien santé. sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Ils ont toujours encouragé ça, demandé si… Et c'est eux qui évaluaient si il y avait un besoin. C'est dès le début en France, quand ils voyaient que je n'arrivais pas à dormir à cause de mes cauchemars, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Donc, ils m'ont emmené voir un psychologue euh, pour remédier à ça. Et ce psychologue m'a donné des tuyaux, par exemple l'écriture. Et on a fait des sessions pour parler de ces cauchemars, pour y mettre des mots. Et ensuite, quand j'avais 16 ans, c'est là où beaucoup de choses sont revenues. Parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu beaucoup de choses quand j'avais 6 ans, sans savoir ce que ces choses-là voulaient dire. Et une fois que j'étais en âge de mettre les mots sur les images que j'avais vues, tout d'un coup, je réalise ce que j'ai vu. Et ça, c'était très violent et je n'allais vraiment pas bien. Et donc, mes parents ont cherché à nouveau cherché un moyen de me venir en aide. Et ils voulaient quelque chose qui soit spécialisé pour les enfants qui ont vécu un traumatisme de guerre. Et c'est là qu'ils ont découvert une méthode qui s'appelle EMDR. En anglais, c'est Eye Movement DR. Je ne pourrais pas dire exactement ce que veut dire cet acronyme-là. C'est une thérapie qui a été appliquée la première fois, il me semble, sur les enfants au Kosovo, pendant la guerre au Kosovo. Et ils ont vu qu'au bout de quelques séances seulement, euh, ils voyaient une nette amélioration de l'état mental de ces enfants-là. Et donc, on a voulu essayer cette méthode-là. Et nous habitions à l'époque déjà aux Pays-Bas. Et mes parents, comme je tenais à parler en français, euh, nous sommes allés à Paris pour consulter un spécialiste en EMDR parce que le langage est très important dans le cadre de la mémoire. Il faut qu'on se sente vraiment à l'aise. Même si je parle couramment néerlandais, euh, le français est la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise. Et donc, la méthode EMDR, ça marche avec le mouvement des yeux et ça m'a appris à gérer mon anxiété et à gérer ma peur, qui étaient les deux choses les plus auxquelles je faisais le plus face. Donc, et c'est vrai qu'au bout de quelques sessions, ce- ce- cette méthode ne dit pas aux gens on va vous guérir. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir les armes pour gérer soi-même son anxiété, sa peur. Parce qu'à l'époque aussi, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Donc, parfois, je supportais très mal, par exemple, quand on regardait un film et que quelqu'un se faisait tirer dessus. Tout de suite, ça provoquait une crise d'angoisse chez moi. Je pleurais, j'étais vraiment, ça n'allait vraiment pas. Et ça arrivait parfois à l'école, parfois quand j'étais toute seule en attendant le bus pour aller chez moi. Donc, ça a affecté beaucoup ma vie quotidienne.
Et avec la méthode de MDR, j'apprenais justement quand je sentais une crise venir, comment gérer ça, me calmer moi-même pour ne pas être paralysée par ces crises d'angoisse. Et je pense que s'il y a d'autres rescapés qui ont ce problème-là, je recommande fortement cette méthode qui, moi, m'a beaucoup aidée et qui m'aide toujours. C'est quelque chose auquel je fais toujours recours dans des moments difficiles. Et donc, c'est pour dire aussi voilà, que chez moi, même si dans notre culture au Rwanda, le, faire, avoir recours aux professionnels de la santé mentale, comme les psychologues, les psychiatres, ne rentre pas vraiment dans notre culture. En tout cas, chez nous, à la maison, mes parents n'ont jamais hésité voilà, à faire recours à des psychologues pour moi et pour nous deux, quoi. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi à notre équilibre. Et c'est ça qui a permis à pouvoir gérer la douleur et le chagrin pour pas que ça envahisse notre vie. Quand on sait gérer sa douleur, son chagrin, on a l'espace pour autre chose dans sa vie. Merci, Nadia. Alors, aujourd'hui, tu exerces comme juriste à la Cour pénale internationale. Tu fais... est-ce que ce boulot, ça te permet de gérer mieux tes émotions personnelles ou avoir un équilibre quelconque? Comment ça se passe avec ce poste qui n'est pas minime? Je pense que mon expérience personnelle est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le droit pénal international et non vers le droit des affaires. Quand j'ai commencé à faire des études de droit, je savais dès le début que je voulais travailler dans le droit pénal international. Et je pense, j'espère que mon vécu et mon expérience personnelle sont un atout pour mon travail. Donc, je travaille pour la représentation des victimes de crimes internationaux et souvent je puise de ma propre expérience personnelle pour aider justement les personnes que je représente. Donc, c'est le contraire. Ce n'est pas que j'utilise mon boulot pour gérer mes émotions, mais j'utilise mes émotions pour mieux faire mon boulot. Dans ton travail, ça peut être difficile aussi parce que tu rencontres beaucoup de gens euh, qui te rappellent ton histoire, parce que, ou bien des dossiers. Ça, comment tu gères ça? Alors oui, tout à fait, hein. C'est les dossiers que nous gérons, malheureusement, nous rappellent souvent ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Et bien sûr, il faut prendre un certain recul. Il y a des similarités, mais je sais que ce n'est pas la même chose. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est tout d'abord l'aide professionnelle. Pour pouvoir rester professionnel, il faut accepter l'aide des psychologues que nous avons à disposition à la cour et prendre du recul. Donc voilà, c'est comme ça que je dirais que nous gérons la chose. Alors, je veux poser quelques questions par rapport à la transmission de la mémoire.
la question d'identité, etc. En tant qu'adulte qui a grandi en Europe, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a permis de bien connaître et garder votre identité, de vous intégrer en Europe, tout en oubliant par votre origine rwandaise? Comment tu peux répondre à cet âge aux plus jeunes à ce sujet qu'on vient d'évoquer? Alors, comment garder l'identité? Déjà, je pense que il est très difficile en tant qu'orphelin. Quand on est orphelin, on nous coupe la chose la plus essentielle pour se forger une identité, ses parents. Et je pense que si je n'avais pas eu Pierre et Yvonne, il aurait été très difficile pour moi de connaître mon identité. Donc, malgré le fait que j'étais orpheline à 6 ans, j'ai eu la chance d'avoir des parents adoptifs qui ont pu aider à la construction de mon identité. Le fait qu'Yvonne soit rwandaise, elle a pu me transmettre la culture rwandaise, la langue. Donc, parce que ça n'a pas été facile de continuer à parler Kinyarwanda. Et je me souviens que quand nous avons appris le français à l'âge de 6 et 4 ans, en 1994, en 3 mois, nous parlions couramment français, mais nous avions oublié le Kinyarwanda totalement. Et c'est Yvonne qui a dû petit à petit réintroduire le Kinyarwanda. Donc, c'est ça aussi la différence avec les orphelins qui ont été adoptés par des familles non rwandaises, c'est que nous avons pu garder notre langue, qui est un aspect très important de la culture et de l'identité, même si je dois avouer que mon Kinyarwanda n'est pas ce qu'il devrait être. Mais j'ai toujours pu garder cette attache au Rwanda par le biais de ma mère. Et si j'ai pu m'intégrer, c'est aussi Pierre étant français et toute la famille étant française, l'intégration allait de soi. Et voilà, c'est qui m'a transmis non, pas seulement la culture française, mais aussi la culture du sud de la France, d'où est sa famille. Je suis très attachée à la région dans laquelle vit ma famille française. Et puis aussi, une fois que nous sommes arrivés aux Pays-Bas, nous avons aussi pris de la culture néerlandaise. Et je pense que on a pu s'intégrer dans la société française, dans la société néerlandaise, et puis j'ai vécu en Angleterre aussi. Si j'ai pu m'intégrer dans ces sociétés, c'est parce que j'avais une identité à moi que j'ai pu constituer justement grâce à mes parents adoptifs. Comment on dit la transmission de la mémoire en néerlandais? Je vais te tester même. La transmission, het doorgeven van de gedachtenis. Je dirais ça comme ça. Ok, noneho mbwira aho wavukiye mu Rwanda n'imyaka wari ufite Oh non, non. et l'âge que tu avais. Non, tu veux m'humilier là. Non, non, je vais dire en néerlandais. Ah, je croyais que tu allais me demander un Tiawanda parce que Mais ça, ça c'est va plus venir. dur. J'ai autre chose à te poser comme question. Ok, ok. Donc, en néerlandais, d'où je viens et l'âge que j'avais. Oui, et pourquoi? Et quand est-ce que tu es arrivé en Europe, en France? Oké. Ik was 6 jaar oud toen ik naar Frankrijk ging en 11 jaar oud toen ik naar Nederland ging.
Donc, je viens de dire que j'avais 6 ans quand je suis arrivée en France et 11 ans quand je suis arrivée aux Pays-Bas. nagira ngo numve akisa yawe none Ah oui. eu, hein. Bon, là, je vais te poser une question par rapport à la bon, mu kinyarwanda Hmm, kugira ngo numve niba Yvonne na Pierre barakugisha ikinyarwanda neza. Uyu munsi hmm, eh, ni gute waha watransmeta reka ngufashe gatoya memoire hmm, y'amateka wabayemo ya jenoside yakorewe abatutsi ku hmm. muhungu wawe Ishami. Je transmettable. No, ni memoire y'ababyeyi banjye Mhm. ukuntu bari bameze, ukuntu batureze mu Rwanda, ah, n'ukuntu jenoside, n'ukuntu bapfuye muri jenoside. Mhm. Je vais m'arrêter là parce que Noneho bivuge mu gifaransa. j'ai peur de faire des fautes, Je de vais, faire je beaucoup vais, de fautes. je peux poser. En fait, tu as compris la question. Oui, je pense que la façon dont je veux la lui transmettre, c'est et c'est une question que je me pose depuis que j'ai eu mon fils, c'est comment tout faire pour ne pas transmettre mon traumatisme, parce que ça vient aussi du fait de ma position en tant que juriste en droit pénal international, où nous avons affaire beaucoup au traumatisme transgénérationnel. Donc, je sais professionnellement ce que c'est et je vais éviter ça dans ma vie personnelle. Et quand il aura l'âge de comprendre, je lui en parlerai. Je pense que le plus important déjà, c'est d'en parler. Parce que comme c'est un sujet difficile, il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas en parler et ça deviendrait comme un secret de famille ou une chose taboue. Alors ça, je veux absolument éviter. Bien sûr, je ne vais pas lui raconter les détails les plus horribles, même si quand il sera adulte, je pense que je n'aurai pas à l'épargner de ça parce que les détails horribles illustrent aussi l'ampleur du génocide et que les gens doivent en prendre conscience, surtout les gens concernés. Et Ishami doit savoir l'histoire de sa famille. Euh, et ce qui est très important, est le double rôle de la transmission, donc c'est pour son identité à lui, et c'est aussi pour combattre le négationnisme. Il n'y a que nous c'est important que nous transmettions ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nier ce qui s'est passé. Donc, si nous, rescapés, ne transmettons pas ce qui s'est passé, d'autres personnes vont raconter notre histoire pour nous. Exactement, c'est ça. Euh, alors, aujourd'hui, on tente d'intégrer l'enseignement du génocide des Tutsis dans les manuels scolaires en France, en tant que française et rwandaise. Comment tu vois cette initiative au sein de l'éducation française? Je te pose cette question parce que je sais que euh, tu as un niveau de le Ouais. comprendre et de l'analyser. Et surtout, je suis française et rwandaise, donc c'est vrai que ça me concerne directement, hein. Même si j'ai suivi mon éducation surtout aux Pays-Bas. Je me souviens qu'ici aux Pays-Bas, j'avais eu un cours sur ce qui s'est passé au Rwanda et c'était on nous a montré une vidéo. Et bien sûr, ce n'est pas suffisant. Et j'avais demandé à mon professeur à l'époque pourquoi une histoire si importante ne couvrait que 2 pages de notre livre d'histoire. Mon professeur n'avait pas su me répondre. Et le fait que cela fasse partie maintenant, va faire partie du cursus en France, c'est très important
surtout au vu de l'implication de la France, comme il a été démontré dans le rapport Duclerc. Ça montre que ce n'est pas que l'histoire du Rwanda, ça fait partie de l'histoire de la France aussi. Donc, c'est une très bonne chose. Et, plus, et encore une fois, c'est une arme contre le négationnisme aussi, Mm. Euh, que ce soit enseigné dans les écoles. euh, Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nient cette réalité du génocide? Et, et La, que, la première chose que je veux dire, c'est, et je pense pas que, je sais pas si les personnes qui, quand elles tiennent des discours, surtout les intellectuels, les personnes qui se veulent intellectuelles, qui en font un débat intellectuel, ne pensent pas aux rescapés, ne pensent pas à quel point ça nous fait mal. Et ne pensent pas aux gens qui étaient là, qui ont vu ce qui s'est passé. Et je pense que ça nous empêche, nous, les rescapés. Je ne veux pas parler pour tous les rescapés, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de rescapés comme moi, qu'à chaque fois que quelqu'un nie ou minimise ce qui s'est passé, c'est comme quelqu'un qui réouvre les plaies et ça empêche la guérison parce que ça nous replonge dans le passé. Et pour moi, quand on nie le génocide, c'est nier que qu'une personne est morte, et c'est quand on nie la mort de quelqu'un, on nie son existence même. Et ça, c'est en fait, ça fait partie du crime de génocide. Parce que quand on nie l'existence, c'est la phase finale de l'extermination d'un peuple. Voilà, le crime, c'est la phase finale du crime de génocide, c'est le négationnisme en fait. ouais. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose qu'on a oublié, que tu as envie de dire en tant qu'une rescapée, en tant que juriste. Allez, je te laisse vraiment dire ce que tu as envie de dire et puis on termine petit à petit. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord aux autres rescapés, c'est de venir témoigner. Cette année, c'est la première fois que moi, je témoigne en public et ça fait énormément de bien. De bien dans le sens où c'est un soulagement de partager son histoire et le soulagement, c'était aussi que l'histoire des miens, l'histoire de mes parents soit connue au-delà de notre propre famille. Et ça a quelque chose de très puissant et ça, c'est leur faire honneur. C'est pour qu'ils ne soient pas oubliés. Et j'incite les rescapés, surtout ceux qui étaient jeunes comme moi, à partager leur histoire parce qu'en partageant leur histoire, c'est faire honneur aux gens qu'on a perdus. Donc, je vous encourage à témoigner. Et je sais que c'est dur, mais on n'est pas seul parce qu'il y a toujours d'autres rescapés qui sont là pour soutenir, pour écouter. Et je voudrais aussi inciter les rescapés à chercher de l'aide, ne pas avoir peur d'aller voir, de consulter des professionnels de la santé mentale, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Euh, il ne faut pas croire que quand on a beaucoup de chagrin, de douleur, que ça va juste passer. C'est normal de chercher de l'aide. Et moi, je dis que la santé mentale, c'est comme la santé physique. Quand on a une blessure, on va consulter un médecin. C'est pareil pour la santé mentale. Quand on se sent déprimé, qu'on ne se sent pas bien, la chose à faire, tout naturellement, c'est de consulter un professionnel de santé mentale. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à vivre sainement avec la mémoire du génocide. Donc, j'inciterai les rescapés à faire cela.
et aux autorités au Rwanda de mettre en œuvre des structures pour les rescapés dans ce sens-là. Donc, de leur donner un soutien psychologique et aussi, dans la chose dont on parlait, la transmission, aider les rescapés à parler avec leurs enfants du génocide, leur donner le moyen d'en parler sans transmettre leur traumatisme. Je pense que si moi j'ai ce souci-là avec mon enfant, je suis sûre que beaucoup d'autres rescapés se demandent comment en parler avec leurs enfants sans transmettre le traumatisme. Hmm. Oui, pardon. T'as fini? Oui, Alors, Nadia, entre le livre et le sport, tu entre le livre et le sport. préfères quoi? Si je te dis, donc voilà, tu as 15 minutes de faire du sport, Oui. ou je te donne 30 ou une heure de lire, de lecture d'un un badin ou un livre. C'est dur, mais je pense que si je dois être honnête, je choisirai le livre. Mais j'aime beaucoup faire du yoga, donc 15 minutes de yoga, je dirais pas non non plus. En fait, je voulais qu'on sorte de cette histoire qu'on vient d'entendre et pour Oui, voir la vie de tous les jours, comment tu vis, tu aimes quoi dans la vie, qu'est-ce qui te fait plaisir, c'est la musique, c'est la lecture, ouais. c'est le Et je sport. pense aussi, si tu veux terminer sur une note positive, c'est que la vie des rescapés, pour moi, ne s'arrête pas au génocide et que beaucoup ont des vies équilibrées et saines après le génocide. Pour ceux qui ont la chance de s'en sortir, et il y en a qui arrivent à s'en sortir, ce que je veux dire, c'est que notre passé ne nous définit pas. Et que donc, moi, je vois beaucoup de rescapés qui sont très résilients, qui arrivent à faire des choses incroyables. Et que donc, c'est quelque chose qu'on peut surmonter et qu'on peut très bien s'épanouir malgré les choses que nous avons vécues. Comment tu vois le mot plus jamais ça? Les mots, plus jamais ça. Le mot qui revient souvent, plus jamais ça, euh, plus jamais ça. Et puis après, ça revient. Je pense qu'il faut surtout que ce soit accompagné d'actes. Sinon, ça ne reste que des mots. Il faut des actes politiques euh, pour faire en sorte, en effet, qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais je pense aussi que ça doit venir d'abord des mentalités des gens et que en tant que société, on ne doit plus, on ne veut plus ça et que nous devons guérir en tant que société pour qu'il n'y ait plus jamais ça, en effet. On va terminer sur ça, Nadia. Merci pour ton témoignage précieux. Euh, Merci. Vraiment, au fond de mon cœur, je te remercie beaucoup d'avoir cette force de témoigner pour la transmission de la mémoire, pour cette période de commémoration qui arrive dans quelques heures. En tout cas, comment on dit au revoir en néerlandais? Euh, euh, c'est Là, comme c'est le soir, je vais dire goedenavond. 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 Oui, goedenavond. Merci beaucoup, Christina. C'est comme l'allemand, c'est Oui, Goedenabend. Goedenabend. beaucoup, beaucoup. Ça y ressemble beaucoup. Ok. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole. À Merci. Kinyarwanda, on dit Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde ibarinde n'abaye bose. Udusuhurize Katia, Oui, udusuhuze Ishami, ton fils. Donc, oui, Katia, c'est ta petite sœur.
Oui. hanyuma dusubize n'umuryango wawe wa Yvonne na Pierre Garnier. Et puis, à la prochaine. Au revoir, Nadia. Merci beaucoup. Ouais,